Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. On aura bien une saison en WNBA cet été, car oui, la question s'est beaucoup posée ces derniers mois. La négociation du CBA a pris énormément de temps et on a eu enfin une signature des deux parties, les joueuses et les dirigeantes. Et on va en parler dans la vidéo du jour pour voir un petit peu ce qui a changé entre l'ancien CBA et le nouveau, vous expliquer un petit peu ce que c'est exactement, voir aussi ce qui peut arriver pour nos Françaises cette année en W et surtout s'interroger sur les conséquences que va avoir ce nouveau CBA sur le basket européen, plus particulièrement sur l'Euroleague et sur certains championnats, car même si cet accord a été signé outre-Atlantique, il pourrait bien avoir son importance sur notre continent. Pour en parler, je ne serai pas tout seul, puisque je serai accompagné de deux visages connus sur la chaîne, Emma et Ghislain, qui sont un petit peu des experts en ce qui concerne le CBA. Alors avant de démarrer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le CBA, on sait que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre si vous n'avez pas l'habitude, à nous les poser en commentaire et on essaiera d'y répondre. Et on se retrouve donc aujourd'hui avec deux experts des contrats en WNBA, Emma et Ghislain. Comment ça va tous les deux? Super. Bah ouais, la forme, nickel. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Ghislain avec Swish Swish a fait un petit live, c'était jeudi soir je crois, Mm. où ils sont revenus un petit peu déjà sur le CBA. Là, on va prendre un autre chemin où on va un peu plus s'intéresser sur ce que ça va faire pour le basket européen. Mais avant de passer à ça, on va d'abord revenir sur les gros changements du CBA, sur ce nouveau contrat qui a été signé. Déjà, est-ce que, pour ceux qui nous suivent là et qui ne connaissent pas forcément, est-ce que l'un de vous peut rappeler à tout le monde ce que c'est le CBA en soi? Donc le CBA, c'est le document qui, régit un petit peu, tout ce qui est salaire, conditions de travail, tout ce qui est, lien entre la franchise, la ligue et les joueuses. Donc c'est vraiment le document le plus le plus important, sur tout ça. Donc voilà, il est renégocié généralement, alors ça dépend, mais tous les 5 ans, on va dire, en moyenne. Donc c'est une partie importante, de la vie d'une joueuse en WNBA, quoi. Ouais, le dernier CBA avait été signé en 2020. Il y avait déjà eu C'est des ça. très grosses augmentations salariales à ce moment-là, hein. Gis pourra nous le rappeler, il a les chiffres en tête lui, mais le contrat max à l'époque Mhm. était quand même ridicule. 118 000 dollars. Ouais, voilà, donc il y avait déjà eu une grosse augmentation à ce moment-là. Il avait été signé jusqu'en 2026, normalement. Les joueuses ont... 27, ouais, 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 27 et elles ont un opt-out. En fait, elles ont toujours un an pour, en général, pour dire, bon, on va sortir un an avant la fin, quoi. voilà, et donc du coup, là, ça faisait quasiment un an qu'on était en négociation. Ça a duré. On a enfin eu une signature là, donc on n'a pas encore le document entre guillemets officiel. On a les Mmh. signatures sur plein de choses, mais il manque encore la rédaction du document qui va faire plus de 300 pages. Là, on a des petites bribes d'informations qui se glissent par-ci par-là, donc la vidéo va surtout tenir sur ça. Il faudra penser qu'il y a des changements qui sont possibles entre ce que nous, on a eu là jusqu'à maintenant. Donc les changements vont être minimes, hein. Le gros du travail a déjà été fait, mais c'est possible qu'il y ait encore des petites choses qui changent dans le gros contrat qui va être signé. Et donc là, ça a été signé jusqu'en 2032, le contrat, Mmh. avec une option pour en sortir en 2031. Donc comme cette année, hein, les joueuses pourront sortir un an avant. Et quels ont été, là, on a vu que ça avait beaucoup traîné, quels ont été les gros points de dissociation entre la ligue et les joueuses là sur ce CBA? Alors, bah, en fait, il y a beaucoup, on parle beaucoup, énormément des salaires parce que c'est souvent ce qui est mis très en avant. Mais c'était pas que ça, en fait, le problème. Le problème, il n'était pas sur, globalement, quelle valeur de contrat max, quelle valeur de contrat minimum. En fait, il était sur la répartition des revenus et c'était ça le gros sujet, c'était plutôt sur le modèle et c'est ça que les joueuses voulaient vraiment négocier. Jusqu'à présent, en fait, elles avaient des salaires, mais qui étaient pas du tout indexés sur le résultat de la ligue et ça les gênait, en fait et on peut les comprendre, en fait. À un moment, ce que l'argent que rapporte à la ligue, c'est en fait dû à leur travail, c'est dû à ce qu'elles produisent sur le terrain, aux audiences, etc. Et donc ça, elles n'étaient pas, entre guillemets, commissionnées là-dessus.
Et c'est beaucoup de ça qui a été discuté. C'était ça principalement le point de désaccord. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a des choses, souvent on ramène le CBA au Mmh. salaire, mais il y a l'aspect des retraites, tout ce qu'on va sans doute évoquer tout à l'heure, mais il y a des choses importantes. Mais c'était principalement ça, c'était la répartition des revenus. Et en gros, ce que voulaient les joueuses, c'était un pourcentage au-delà même de la valeur du pourcentage, c'était pas ça le plus important, mais elle voulait un pourcentage des revenus bruts de la ligue, donc ce qui a vraiment été généré. Et la ligue était plutôt sur donner un revenu sur le revenu net. Le problème des revenus nets, c'est que, bah, effectivement, si la ligue réinvestit de l'argent, forcément, il y a moins de revenus, et donc du coup, elles ont une part du gâteau moins importante. Donc elles ont obtenu le revenu brut, hein, 20% environ. Enfin, c'est à peu près les chiffres qu'on a eu et puis qu'on a à peu près calculé par rapport au salary cap, etc. Donc, alors, ça peut paraître faible, 20%, mais le but, c'était vraiment d'obtenir ça pour que le modèle soit stable. C'est-à-dire qu'en gros, à la prochaine négociation, bah, il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y aura pas de revenus nets, il n'y aura pas de revenus, etc. Donc, elles auront maintenant presque plus qu'à négocier l'augmentation du pourcentage, ce qui a été fait en NBA, hein, d'ailleurs, hein, sur les différents lockouts en 99, en 2011, où justement les joueurs NBA sont arrivés à 51%. Donc on peut imaginer qu'à terme, bah, peut-être en 2031, elles passeront à 30%, 35%. Ça va se faire petit à petit, quoi. Mais c'était surtout le modèle qu'elles voulaient. Et ça, elles n'ont pas lâché. Et comme j'aime le rappeler à chaque fois, bah, en fait, elles n'ont pas lâché. Et quand la date fatidique a approché, bah, les joueuses ont gagné. Parce que, en général, les joueuses, elles gagnent. Parce que globalement, les propriétaires milliardaires, etc., millionnaires, bah, s'il n'y a pas de match, il n'y a pas de ligue. Et s'il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de revenus. Donc, globalement, ils ont essayé de faire durer pour les faire craquer. Mais à un moment, c'est pour ça que dans tout le sport américain, quand il y a des lockouts, même si des fois ça retarde les saisons, bah, les joueurs ou les joueuses finissent toujours par gagner, quoi. Parce que sinon, il n'y a pas de revenus du tout, quoi. Donc voilà. Donc c'était vraiment la grosse discussion. Après, il y avait d'autres points, effectivement, qui sont importants. Et je pense qu'il y en a d'autres, même au moins autant importants que l'aspect des revenus, quoi. Ouais, ouais, on va y revenir de toute façon tout à l'heure. C'est vrai que ce qu'on a vu le plus dans les médias généralistes, c'était que les joueuses se battaient pour un meilleur salaire. C'est loin d'être le cas. Donc forcément, elles le faisaient, hein, mais il y avait d'autres choses à prendre en compte. On va d'ailleurs revenir rapidement sur les gros changements entre l'ancien CBA et donc le nouveau au niveau des salaires, donc qui va rentrer en compte dès maintenant pour la free agency de cette année, pour la draft de cette année également, au niveau des salaires des joueuses. Donc on va avoir déjà sur le salary cap que vous voyez tout en bas, on passe de 1,5 million à 7 millions par équipe. Donc on fait quasiment du x5 hein, sur le salary cap. Ça va être, c'est une augmentation qui est corrélée en fait avec l'augmentation des salaires, mais qui va changer pas mal de choses pour certaines équipes. On va en reparler juste après. Le salaire minimum va passer de 66 000 à peu près à environ 270 000. Encore une fois, là je vous ai mis des approximations de salaire, hein. Le salaire supermax était à 250 000 dollars. On passe à plus d'1,4 million là. Donc des joueuses comme AJ Wilson par exemple cet été vont pouvoir signer pour 1,4 million. Le salaire moyen, donc ça c'est toujours un peu de la triche entre guillemets, parce que Mmh. Ouais. on nous annonce des très gros chiffres à 604 salaire moyen. La réalité c'est qu'il y a beaucoup de joueuses qui vont être en dessous et que ça va être gonflé par des très gros salaires. Donc on va tourner aux alentours des 600 000 dollars. Et la grosse nouveauté, c'est le salaire du first pick. Donc jusqu'à maintenant, les choix de draft étaient au salaire minimum quasiment, hein. Et bah là maintenant, le salaire d'un first pick va être aux alentours des 500 000 dollars par saison. Donc ça va faire un gros changement pour certaines équipes. On pense notamment à Dallas, qui avait le first pick l'an dernier et qui va avoir le first pick cette année. Ça fait deux contrats à 500 000 là, qui vont tomber dans les livres. Même chose pour Indiana avec Caitlin Clark et Alia Boston, où ça peut changer pas mal de choses. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce salary cap qui peut changer beaucoup de choses parce qu'il a évolué, mais il n'a pas évolué autant que l'augmentation des salaires, si on indexe un petit peu tout ça. Et donc ça peut changer pas mal de choses pour des super teams. On l'a vu avec New York, avec Vegas par exemple, qui ont des joueuses avec des très gros salaires. Quelles peuvent être les conséquences là, de ce nouveau salary cap sur ces équipes-là? Bah, globalement, c'est que
Il y aura maximum 2 contrats, 2 gros contrats, donc ça peut faire la différence quand tu avais un big three dans une équipe. Quelle est la troisième joueuse que tu signes pas ou que tu signes moins? Ça va être un dilemme pour pas mal d'équipes, notamment New York, comme tu disais, je pense que c'est l'exemple parfait. Heu, Ça sera soit 2 gros contrats et un troisième un peu moins, enfin, un peu moins que le max, ça peut rentrer, mais après c'est que des contrats minimum, donc c'est un dilemme ou alors tu donnes pas de super max, à tes stars et du coup ça équilibre un peu plus le roster. Ça va être un choix à faire, de la part des GM. J'aimerais pas être à leur place parce qu'il y a 2-3 équipes où c'est un peu ce problème. Ouais, ça va être un choix de roster, hein, tout simplement. Il faudra faire des choix. Donc est-ce que ce nouveau CBA marque la fin des super teams, là, au moins jusqu'en 2031 du coup? Ouais, alors cette année, je sais pas trop parce que, Ouais. là, on est quand même dans une free agency qui va être très courte vu les retards de né je me demande quand même s'il va pas y avoir quand même des joueuses qui vont peut-être accepter 1 an et Mmh. prendre moins. La question, elle peut se poser surtout sur les joueuses un peu plus âgées parce que Ouais. est-ce que tu as pas envie de verrouiller des contrats un peu plus longs vu que tu prends de l'âge et en plus, c'est quand même des joueuses, elles, qui n'ont pas bénéficié, bah, voilà, des augmentations et puis notamment aussi des Nile, au NCAA. Enfin, on sait que maintenant, il y a des joueuses qui arrivent qui ont déjà gagné plus d'argent à la fac que ce qu'elles en gagneront peut-être en WNBA. Donc, il y a peut-être des joueuses plus âgées qui vont vouloir prolonger un peu des contrats et donc peut-être que pour elles, elles vont vouloir signer un peu plus. Mais j'ai quand même tendance à me dire que pour les stars ou voire les superstars, est-ce qu'elles vont pas dire on prend 1 an, Mmh. peut-être un peu moins et on verra l'année prochaine. Par contre, à mon avis, d'ici 2032, donc d'ici l'évolution du CBA, parce qu'encore une fois, les salaires, en plus, elles vont suivre l'augmentation du cap, hein, donc l'augmentation des revenus, etc. Là, on parle en 2032 peut-être d'avoir un salaire max autour de 2 millions, 2 millions 4, 2 millions 5. Donc là, on commence à parler de salaire pour le basket féminin, encore une fois, hein, j'entends, mais qui sont complètement délirants et on y reviendra tout à l'heure par rapport à l'Europe. Donc moi, j'ai plutôt l'impression quand même qu'on va se diriger ouais, sur un peu ce qu'on voit aussi. Je fais l'analogie avec la NBA, mais c'est-à-dire que en gros, il y a 2 joueurs au max et puis après, bah, c'est des contrats, beaucoup plus faibles parce que le cap est tellement restrictif et qu'à un moment, si tu veux de la profondeur, c'est bien de mettre 3 stars, mais si derrière, tu n'as plus que des contrats minimums, alors on va revenir, hein, il y a sans doute des bons coups à faire aussi avec des contrats minimums, notamment de joueuses qui ne sont pas en W, qui n'ont pas été draftées, mais qui sont à un niveau correct, voire très bon. Donc il y aura peut-être beaucoup plus d'Européennes aussi, notamment, hein, enfin de joueuses internationales en tout cas, ce qui va être à mon avis un point. Mais oui, je pense qu'on n'aura plus, voilà, je pense que la construction de ce qui s'est passé à New York, Mmh. là avec Natasha Cloud, avec Jo Coel-Jones, avec Betnat Jalaini, avec Breanna Stewart, Sabrina Ionescu, j'ai du mal à le voir dans le nouveau cap. Donc on va voir, mais le gros problème, il est là, hein, c'est que le cap augmente moins vite que les salaires. Donc, et ça fait un peu bah, écho à ce que tu disais, c'est que le salaire moyen, en fait, ils prennent ça en disant salaire max, salaire minimum divisé par 2. Sauf que ça marche pas comme ça, parce que si tu as 40% de ton cap sur 2 joueuses et que tu as 12 joueuses à mettre dans ton équipe, bah, les 10 autres joueuses, elles sont très loin du salaire moyen, quoi. Donc, c'est certainement comme ça que ça va se contrer. Après, il y a peut-être des joueuses qui vont faire quelques efforts, hein. On l'a Oui. vu aussi faire sur les autres années. Moi, j'ai un petit peu plus de mal quand c'était faire un effort de 20 000 dollars sur une saison. Bon, 20 000 dollars quand tu as des contrats de sponsoring et tout importants, je pense que tu peux te permettre de le faire. Là, on va peut-être parler de 300, 400, 500 000 dollars par saison. Bon, c'est un sport co, mais en général, les carrières, elles sont quand même individualisées. Donc, et ce type de contrat, bah, ça peut mettre des joueuses à l'abri et voir leur famille même. Il faut y penser quand même derrière que ça reste du sport pro et enfin, elles doivent gagner leur vie aussi quand même. Donc, bon. Donc je pense que oui, ça va redéfinir la ligue, à mon avis, à terme. Peut-être pas cette année, Mmh. mais dans les années qui vont suivre, je pense que ça va redéfinir la ligue. Ouais. Ouais, et puis la grosse différence avec, tu voyais que tu faisais un peu l'analogie avec la NBA de deux gros contrats et des plus petits, c'est que la WNBA a, elle, un hard cap, donc En plus, que oui. les franchises Oui. ne peuvent pas dépasser.
une liberté que les franchises NBA peuvent faire. Ce que ça veut dire, c'est que bah là, on a un cap qui va être à 1 million. On a dit combien? 7 millions, C'est pardon. 7 7 On millions. millions, ouais. était à 1,5 million avant, on passe à 7 millions. Passé ce seuil-là, on ne peut plus donner d'argent. Alors qu'en Non. NBA, ils ont des libertés pour dépasser un petit peu. Après, il y a des taxes qui vont être par-dessus. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Les équipes peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Et ça va être très important, surtout dans une free agency qui va être extrêmement courte. Il va falloir faire des moves très vite. Il y a les choix de draft, on le disait, qui vont coûter de plus en plus Mm. cher. Et donc ça, bah, c'est à prendre en compte dans ces comptes parce que bah, au final, va falloir payer les joueuses. Mm. Donc non, ça va être très intéressant à suivre là sur ce qu'on va voir. Il y a aussi une petite clause qui a été rajoutée pour des joueuses d'exception. C'est ce qu'ils appellent la clause épique. Je sais que vous en avez parlé pas mal sur le live Swish Swish. Donc ça va aussi changer pas mal de choses. Là, ça va plus être pour des franchises comme Atlanta ou comme Indiana ou comme Dallas, avec des joueuses qui ont, dans leur contrat rookie, fait partie d'une équipe All-WNBA. Donc là, ça va concerner Caitlin Clark, Paige Bakers et Alia Boston, si je dis pas de bêtises, Gis. C'est ça. C'est C'est ça, ça. ouais. Et ça va être une clause qui va permettre à ces joueuses-là de signer leur contrat max 1 an plus tôt que ce qu'elles n'auraient dû le faire habituellement. Donc là, dès cette année, dès que la saison aura commencé, Alia Boston pourra signer son contrat max pour la saison prochaine avec 1 an d'avance. Même chose pour Caitlin Clark. Normalement, elle a encore 2 ans de contrat rookie. Là, à partir du début de la saison prochaine, elle pourra signer son nouveau contrat. Paige, ça va être pareil, elle va gagner 1 an. Donc ça, c'est pareil, ça va réduire la timeline de ces équipes-là pour pouvoir profiter de ces contrats rookies qui étaient assez bas jusqu'à maintenant. Mm. Là, va falloir payer les joueuses très vite. Donc pour une équipe comme Indiana, bah, ça veut dire potentiellement perdre une Kelsey Mitchell là très vite, alors que bah, on pouvait s'imaginer encore une fenêtre de 2 ans pour l'équipe. Là, dès l'année prochaine, ça va commencer à devenir compliqué au niveau des salaires pour ces équipes-là. Il y a, on l'a mentionné un petit peu, il y a eu d'autres grosses avancées là dans ce CBA dont on a assez peu parlé. Je l'ai résumé à quelques points sur lesquels on va revenir. Je voulais d'abord qu'on parle du salaire qui est garanti pour les lottery picks la première année. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. La plupart des Mm. lottery picks pouvaient être coupés. En fait, il n'y avait aucune garantie à partir du moment où on était drafté en W de, de rester dans la ligue et d'avoir un salaire. Ça, c'est quand même une belle avancée pour les jeunes sur ce début de carrière qu'elles peuvent avoir, Emma. Ouais, tout à fait et puis, c'est vrai que dans l'ancien CBA, donc, c'était 3 ans non garantis plus une année, en option prise par l'équipe ou pas et celle-là était garantie, mais il fallait atteindre, la 4e année donc, Mm. effectivement pour les joueuses, c'est top quoi. Avoir un salaire, garanti, au moins sur la première année, sachant que ce sera comme on a dit, les salaires augmentent aussi pour les contrats rookies donc, ça va être une belle somme, dès la première année donc, non, non, pour le coup, oui, c'est top pour les joueuses, par contre pour les GM, c'est un autre problème, on va dire. Parce que c'est forcément, tu peux pas la couper, donc il faut bien réfléchir quand tu choisis ta joueuse à la draft. Et puis surtout que ça vient se coupler avec une facilité d'accès au logement. Les joueuses Mmh, ont pas mal bataillé là-dessus. C'était un des gros points Mm. de Mm. négociation Mm. dans le CBA. C'était une des insécurités qu'elles pouvaient avoir, c'est que bah, elles pouvaient se faire couper à tout moment sans avoir aucune garantie de salaire, se faire re-signer par une autre équipe à l'autre bout des États-Unis, et pour mmh. trouver un logement, bah, en fait, tu as tout ton salaire qui part. Et donc ça, c'est vrai que c'était un point où, au niveau de la sécurité, même pour la joueuse, il fallait que ça change. Ça a été le cas. Donc on n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants sur comment ça va se faire. On a déjà des grosses pistes là de réflexion. Tu peux nous en parler un peu plus, Gis? Ouais, bah, en fait, c'est surtout pour les jeunes joueuses, hein. Quand tu vas être au contrat max, il y aura plus de financement de la ligue, des logements. Mais en gros, pour notamment les jeunes joueuses et les joueuses rookies, elles auront en fait, un logement mis à disposition par la ligue et payé par la ligue. En gros, c'est ça, hein. Bon, voilà, on va pas trop rentrer dans le détail, mais c'est l'idée et à partir d'arriver à un certain contrat, effectivement, la ligue ne finance plus parce que bon, voilà,
bon, c'est assez logique en même temps, entre guillemets, c'est plutôt pour protéger les jeunes joueuses, hein, et notamment les jeunes joueuses qui arrivent dans des contextes de ville qui sont des fois, bah, Mmh. pas faciles, en termes de prix, hein, parce que vous imaginez bien que c'est pas le même coût d'habiter à New York que d'habiter au Connecticut Sun, quoi, par exemple, typiquement. Donc forcément les loyers sont pas les mêmes, mais même dans certaines villes, hein, je sais qu'Angel Reese c'était, alors Angel n'a pas forcément le besoin, elle, pour le coup, parce qu'elle a fait des revenus autres ailleurs, mais elle disait qu'elle mettait presque tout son loyer, Mmh. enfin tout son salaire dans le prix du loyer à Chicago, quoi. Parce que Chicago étant quand même une grande ville américaine aussi, donc du coup, voilà, ça bah, on se rend compte que c'est des choses que nous, on voit très peu forcément parce qu'on est à l'extérieur de tout ça. On regarde l'aspect basket, on regarde éventuellement l'aspect salaire parce que, voilà, c'est public, mais cet aspect-là, il est hyper important et notamment pour des jeunes joueuses parce que, bah, voilà, elles arrivent avec pas grand-chose et puis tu peux avoir, bah, des carrières qui se terminent très vite et sans rien du tout, quoi, et il y en a beaucoup, hein, la WNBA, c'est la guerre, hein, pour avoir des places dans les effectifs et notamment quand tu es jeune, hein. À part quand tu es, voilà, une joueuse exceptionnelle comme on en a, de temps en temps, mais si vous regardez, depuis, 20 ans le nombre de joueuses rookies, qui sont plus dans la ligue au bout de 2 ans, c'est monstrueux, en fait. On en fait une liste, je pense qu'on arriverait à 300-400 joueuses rapidement, quoi. Donc ça va très, 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 très vite, quoi. Donc Ouais. je pense que c'est plutôt une bonne, ça sécurise des choses. Après, encore une fois, hein, le salaire garanti la première année, c'est que pour les pics de loterie, hein. Oui. Ouais, donc pour rappel, hein, la loterie en WNBA, ça va là jusqu'au pick 5 cette année. Donc Alors 7 maintenant, ouais. 7, Enfin 7 à 7 partir de l'année maintenant, ouais, prochaine, ouais. Voilà. Mmh. à partir de l'année prochaine. Donc ça laisse quand même la moitié des picks du premier tour qui n'auront pas de salaire garanti non plus. Donc voilà, faut Voilà. aussi relativiser. C'est Mmh. pas comme la NBA où la loterie c'est 14 picks. Là voilà, il y a moins d'équipes, donc forcément moins de picks de loterie. C'est quelque chose à prendre en compte. Et après, on a deux autres améliorations pour les joueuses qui vont être importantes, surtout sur la free agency, avec des staffs plus complets, kinés, médecins, nutritionnistes. Donc ça, les franchises vont être obligées d'engager ce type de staff supplémentaire pour les franchises et des installations sportives mises au niveau. On a vu qu'il y avait pas mal de franchises qui avaient perdu potentiellement des free agents sur les dernières saisons parce que bah, les installations n'étaient pas au niveau, pas de centre d'entraînement, etc. Là, de plus en plus de franchises commencent à faire les travaux. On l'a vu là, Los Angeles va avoir un équipement dernier cri. Moi, franchement, je pourrais y habiter tellement ça a l'air sympa là-dedans. Et ça va changer pas mal de choses pour le bien-être des joueuses. On va pas forcément rentrer dans les détails plus que ça là-dessus. Ça va surtout être des travaux physiques pour les franchises à faire. Va falloir sortir un petit peu d'argent. Mais par contre, d'avoir plus de staff, bah, ça va aider un petit peu pour la récupération, pour tout ça. Parce qu'on va en reparler. Il va y avoir de plus en plus de matchs en W. Et ça peut changer aussi les choses pour les organismes. Et les deux dernières grosses avancées qu'on a eues, il y en a une, c'est celle qu'on peut appeler la règle DRIK-MB, où il y avait eu un gros bras de fer entre la joueuse et Vegas à l'époque. Donc là, maintenant, il y a une augmentation des droits des joueuses en cas de grossesse. Donc ça va se jouer sur... elles vont devoir donner leur accord en cas de transfert. Une équipe pourra plus transférer une joueuse enceinte sans son accord. Donc ça, c'est quand même très très bien. Et je crois qu'il y avait autre chose sur la grossesse. Oui, c'est au niveau du cap, où du coup les équipes, Mmh. en cas de grossesse d'une joueuse, auront des exceptions salariales sur le Mmh, cap mmh, pour Ouais. dépasser un petit mmh. peu. Donc ça va aussi permettre aux joueuses d'avoir aussi un peu plus de liberté sur ce qu'elles veulent faire de leur vie. Si elles veulent tomber enceintes pendant leur carrière, on sait qu'il y a beaucoup de joueuses qui attendent la fin de carrière pour le faire. Bah là maintenant, il y aura beaucoup moins d'insécurité sur est-ce que je vais pouvoir garder ma place dans la ligue. Et ça change aussi pas mal de choses pour les joueuses. Donc c'est très bien qu'on avance là-dessus. La dernière avancée, c'est bah, une hausse des droits pour tout ce qui est droit à la retraite, assurance vie, etc. Pour Mmh. l'après-carrière surtout. C'est vrai que ça reste quelque chose d'important. On l'avait vu pas mal sur des joueurs NBA
où quelques années après la retraite, ils finissent fauchés. Là, au moins, ça permet d'avoir un plan de sécurisation un peu plus poussé. Donc, on est encore loin de ce qui se fait en NBA maintenant, hein. Mais c'est vrai que ça permet aux joueuses d'avoir une petite sécurité quand même après leur carrière. Et ça, c'est quand même pas négligeable pour toutes ces joueuses. Et je pense qu'on a fait le tour là des grosses Hmm. améliorations Ouais. au niveau du CBA. Vous faites tous les deux partie de Nothing But French, les deux des membres fondateurs. Je voulais qu'on fasse un petit point sur les Françaises, leur situation contractuelle, que vous fassiez Mhm. pourquoi pas un petit rappel, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas toujours le type de contrat en WNBA. Mhm. C'est des contrats qui peuvent être différents, des statuts qui peuvent être différents que la NBA, donc les gens n'ont pas forcément l'habitude. Et ouais, nous faire un petit point sur les Françaises, voir celles qui peuvent être concernées par ce nouveau CBA dès cet été, celles qui sont encore sous leur premier contrat, donc qui vont voir une augmentation, mais sans vraiment de changement de négociation à apporter. Allez-y, je vous laisse la main pour nous parler des Frenchies. Bon, déjà, peut-être faire un petit point sur les différents types de contrats. Donc, il y en a 5, on va dire, 5 statuts différents. Donc, il y a le statut reserve player. Donc, c'est-à-dire que là, c'est pour les joueuses qui ont 3 années de service ou moins. Donc, ça veut dire en gros 4 saisons jouées. En gros, malgré l'expiration du contrat, la joueuse, elle a encore une obligation envers sa franchise. Donc, elle peut renégocier que avec sa franchise. Et généralement, c'est un contrat minimum, hein, on va pas se le cacher. Il y a pas plus de salaire. Et donc, après la validation de ces 3 années de service, à la free agency suivante, la joueuse pourra être restricted free agent. Donc là, à ce moment-là, c'est agent libre restreint. Donc, agent libre restreint, c'est que tu peux négocier avec toutes les franchises, mais s'il y a un accord trouvé avec une franchise, bah, la franchise actuelle, Tu celle de ton quittes. précédent Hmm. contrat, celle que tu quittes, a la possibilité de s'aligner sur l'offre proposée pour conserver la joueuse. Donc, la joueuse, elle a pas vraiment le contrôle totalement hein, sur sa destinée, entre guillemets. Ensuite, le troisième point, c'est agent libre non restreint, donc unrestricted free agent. Donc là, c'est la négociation possible avec toutes les franchises et la joueuse peut signer avec n'importe quelle franchise. Et ensuite, il y a le statut core player. Donc là, c'est un statut qui généralement que les gens comprennent pas trop parce que c'est un peu complexe. Ça concerne vraiment que les agents libres non restreints, généralement les stars, parce que la franchise est obligée de donner un contrat supermax pendant 1 an. Et dans l'ancien CBA, c'était maximum 2 fois dans une carrière. Alors je pense que ça sera toujours pareil, il me Ouais, semble, dans le ouais, nouveau. Ouais, ça n'a c'est pas ça, hein. changé. Ouais. Hmm. C'est ça. Sauf que là, il y aura une nouvelle règle, c'est qu'à partir de 2027, donc pas cette année, mais la saison prochaine, les joueuses qui ont 7 années de service ou moins ne seront plus éligibles à cette désignation. Donc là, les joueuses un peu plus expérimentées, elles seront vraiment en contrôle de ce qu'elles veulent faire, hein, tout simplement, hein, sur les contrats. Donc voilà, après il y a le contrat rookie, évidemment, le cinquième statut, où là, comme je disais tout à l'heure, c'est 4 ans généralement. Donc voilà, en gros c'est ça les cinq statuts. Et du coup, pour nos Françaises, qu'est-ce que ça peut faire? Quelles joueuses, là, par exemple, sont unrestricted free agents, donc Bah, il n'y a pas grand monde. ont la liberté d'aller signer un peu Il y en a partout deux. et de Ouais. faire ce qu'elles veulent. Bah, il y en a deux, des restricted free agent. Il y a Gabby Williams et Bria Hartley, voilà, Mm, qui sont deux joueuses voilà, avec le plus d'années, entre guillemets, dans la ligue. Hein. mm. Toutes les autres sont soit en contrat rookie, il y en a pas mal en contrat rookie, hein, donc Carla, Leila, etc. Hein. Dominique, ouais. Dominique, même Lou, hein, on ne sait pas si elle va Mm. revenir, mais voilà, Lou l'est aussi, hein. Dominique aussi évidemment. Et puis après, il y a quand même quelques statuts de joueuses réservées aussi, hein, comme tu en as parlé. Donc comme Marine, on a aussi Janelle, je pense, Janelle, qui est voilà, ouais. parce que Iliana. toutes ces joueuses-là n'ont pas été draftées en fait, n'ont été signées. Et donc, comme elles sont signées par une équipe, l'équipe en fait prend les droits de la joueuse. C'est comme si tu parlais des 4 ans, hein, c'est comme si en fait elles étaient rookies. Mm. C'est-à-dire que quand une joueuse n'est pas draftée mais qu'elle est signée par une équipe, la joueuse doit 4 ans à son équipe. Et quand on dit 4 ans, enfin 4 saisons,
c'est 4 saisons complètes en plus. Ça, c'est quand Complète. même très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui se demandent pourquoi Marine Johannes, par exemple, Mmh. alors qu'elle a fait plus de 4 saisons, mais sauf qu'elle a pas des saisons complètes. Donc elle est encore en statut. On pensait que cette année, ça allait être, Ouais. libéré, mais en fait, il y a encore une année qui a pas été validée. Je sais plus, hein, combien c'est au début de saison, je crois qu'il faut faire, faut manquer moins des 21 jours, par rapport C'est au début de ça, saison, le je crois. début de saison. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Bon, c'est un peu complexe, mais voilà. En gros, c'est ça. Donc majoritairement, nos Françaises, bah, elles vont pas être trop libres. Je pense que ce qui va se passer beaucoup quand même, c'est plutôt lié à la draft d'expansion. Là, il y en Mmh. aura peut-être qui seront pas verrouillés, donc qui pourront peut-être aller voir ailleurs. Mais en gros, bon, bah, de toute façon, enfin, Leïla va être verrouillée, Leïla va finir au Sun. Oui. Moi, je pense que, alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que Marine peut partir parce qu'elle sera peut-être pas verrouillée, mais à mon avis, moi, je pense qu'elle sera verrouillée pour l'intérêt de son contrat, parce que c'est un gros avantage pour New York, notamment si elles veulent mettre toutes les stars ensemble. Après, l'incertitude, elle est quand même beaucoup sur les Valkyries, qui en ont trois, hein, Iliana, Janelle et Carla. Moi, personnellement, j'ai du mal à voir que les trois soient verrouillés. Mm. Et je pense que si une des trois est disponible, Heu, vu les Ouais, ça équipes va d'expansion, partir. je pense qu'elle partira. Après, c'est pas forcément un mal de partir aussi parce que Non. tu peux tomber aussi dans un nouveau projet, sans pression, sans rien et pour des jeunes joueuses, c'est quand même intéressant. Je pense notamment plus à Carla peut-être, tu vois, qui serait plus intéressante dans une franchise d'expansion parce que Janelle et Iliana, on est quand même sur des joueuses plus expérimentées, qui sont jeunes dans la ligue, mais bon voilà, qui sont des joueuses beaucoup plus établies en termes de leur basket en tout cas. Je vais parler ça comme ça. Donc voilà, mais et puis après, bah, toutes les autres, je pense que bah, Dominique va être verrouillé par Seattle. Enfin, il n'y a pas de doute, quoi. Oui. Ils vont pas lâcher un pick 2, ça m'étonnerait. Donc voilà, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je pense que c'est surtout sur les trois des Valkyries, voir qui va être verrouillé, qui ne va pas l'être. Alors peut-être que les trois le seront. Hein. Moi, j'ai un petit peu de mal à y croire. Et puis peut-être Marine Johannes, qui est le cas peut-être le plus aussi, Mmh. le plus à discussion en fonction de ce que veut faire New York. Je pense qu'honnêtement, les autres vont rester où elles sont, quoi. Et donc pour toutes nos joueuses, on a souvent lié Pauline Astier sur des rumeurs de WNBA. Pour Mmh. ceux qui nous Mmh. écoutent, là, Ouais. qui ont toujours pas compris, si elle arrive en W, étant donné qu'elle n'a pas été draftée, elle sera sous un statut de joueuse réservée. Donc elle sera Mmh. très certainement sur un contrat minimum. C'est différent de Oui. ce qu'on peut retrouver en NBA où on voit des top talents européens. On l'a vu par exemple avec Gershon qui est revenu Mmh. Mmh. en NBA, qui a négocié son contrat, qui a eu son buyout, etc. Là, c'est Mmh. encore quelque chose de différent. La plupart des joueuses sont signées au minimum quand elles viennent d'Europe. Et bah, elle aura 4 ans à faire avant de pouvoir négocier 4 saisons complètes à faire avant de pouvoir négocier son premier vrai contrat en, en W. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte pour les franchises. On va en reparler, ça nous fait la transition parfaite justement pour basculer sur les conséquences que ce nouveau CBA peut avoir sur l'Europe. Bah là, on en parlait avec une joueuse comme Pauline. On passe d'un contrat minimum qui était à 78 000 euros, 78 000 dollars en W à un contrat minimum à quasiment 270 000 dollars maintenant, qui Mmh. est plus haut que le contrat max qu'on avait jusqu'à présent. Ça peut changer pas mal de choses pour les joueuses européennes quand la décision arrivera de se dire bah, est-ce que je reste en Europe, est-ce que je pars. On a vu aussi que la WNBA va ajouter de plus en plus d'équipes d'expansion. Il y a Mmh. encore des équipes qui arrivent là jusqu'en 2029, 2030. Mmh. Euh, 2030, ouais. On devrait être à 18 normalement en 2031, ouais. Mmh. Logiquement, si tout va bien. voilà, on l'a vu aussi là dans le nouveau CBA, il y a eu une négociation euh, pour allonger la plage temporelle sur Mmh. laquelle la saison WNBA va avoir lieu. Avant, on avait une saison qui commençait, que je retrouve exactement. De- on va dire mi-mai en gros, quoi. Enfin, Ouais, c'était autour du 10 mai, quoi, à peu près. on Et était à, qui se terminait mi-mai vers fin octobre, quoi. et on avait une fin de saison max qui était au 31 octobre Voilà. dans Mmh. l'ancien CBA. Avec cette saison, on avait 40 matchs Mmh. par franchise. Là, on passe dès cette saison à 44 matchs. Non, On va c'était déjà 44 C'était saison déjà cette C'était année. déjà 44, hein. 44, oui, pardon, Mmh. cette année. On passe là, donc on reste à 44. À partir de 2027, on passera à 50 matchs. Donc ça va
rallonger encore plus le calendrier. Et donc la WNBA et les joueuses dans le CBA ont signé que la fin de saison max se ferait au 21 novembre désormais. Donc on Mm. repousse encore de 3 semaines sur la date qu'on avait jusqu'à maintenant. On ira jusqu'au 30 novembre en cas d'année olympique. Donc ça Mm. peut aussi jouer sur les décisions des joueuses. Et surtout, il y a eu un ravancement du Mhm. début de la Mm. disponibilité des joueuses C'est ça. qui se fera à partir du 1er avril, hein, si je dis pas de bêtises. C'est C'est ça. ça, ouais. Et donc là, on le voit, hein, le Final Six de l'Euroleague se joue aux alentours du 15 avril. On est encore en play-off là en Turquie. On est sur les finales de Supercoupe d'Espagne là dans le championnat espagnol. Les playoffs de Boulangère Wonder League n'ont pas encore commencé. Non. Il y a eu le dernier match de la saison Mm. qui s'est joué là ce week-end. Ce week-end. Donc ça va changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous imaginez là, vous, pour la suite en Europe? Gros débat. Bah, malheureusement, je pense que les meilleures joueuses européennes vont finir en WNBA et elles ne feront plus les doubles saisons. Enfin, en tout cas, c'est la conclusion qu'on peut faire. Alors, je ne sais pas si ça sera dès cette année ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est le but, ça sera ça. Après, il y aura toujours des joueuses qui seront attachées à l'Euroleague, qui veulent pas forcément vivre aux États-Unis, qui sont attachées à cette compétition et qui voudront rester en Europe pour jouer l'Euroleague. Mais bon, l'attrait financier est quand même et c'est quand même une grosse part sûrement de la décision pour beaucoup de joueuses. Donc, oui, moi, ce que je vois, c'est que malheureusement, l'Euroleague, bah, il n'y aura plus tant de joueuses d'un si gros calibre, quoi. Et elles seront en WNBA et malheureusement, elles feront que la saison WNBA. Et elles arrêteront, enfin, elles feront une pause à la off-season, quoi. Enfin, il y aura vraiment une off-season pour le coup, pour les joueuses. Ouais, bah, de toute façon, après, on s'en doutait un peu, on le voyait, enfin, Ouais. on le voit venir depuis quelques années en se disant: «Si ça se met à exploser, bah, ça sera difficile de pas voir ce qui s'est passé en NBA». Pourquoi en NBA, il y a beaucoup de joueurs internationaux aujourd'hui? C'est parce que les salaires sont devenus tels que, bah, à un moment, quand tu as le niveau, alors au-delà qu'en plus ça soit la meilleure ligue du monde, hein, mais bah, voilà, ça joue et encore une fois, là, tu parlais par exemple d'un exemple de Pauline. Alors, on ne connaît pas Mm. exactement les salaires des joueuses, mais on a un peu quand même des idées, hein. D'ailleurs, on peut faire un petit coucou quand même à Marine Fotus qui a pas hésité récemment dans Ouais. une interview de First Team à donner un peu ce qu'elle a gagné, que ça soit à Tarbes ou aussi. Ça donne, encore une fois, c'est pas le but de savoir exactement combien elle gagne, mais ça permet de donner du contexte en fait à ce qui va se passer. Et par exemple, tu prends le cas d'une joueuse comme Pauline, au contrat minimum en WNBA, elle gagnerait presque 3 fois que ce qu'elle doit à peu près gagner à Prague, quoi. Ouais, Et c'est ça. En fait, faut se baser sur le fait que en gros, hein, la c'est plupart des, approximatif, mais des internationales qui jouent en Europe vont gagner, on va prendre une fourchette assez large, entre 70 et 100 000 sur la saison. En fonction du Mm. niveau, en fonction de l'équipe aussi. Forcément, aller jouer au Fener ou à Prague, ça paye plus bien sûr. que d'aller jouer à Bourges. Donc, Oui. il y a ça aussi à prendre en compte. Même une joueuse comme Monica Kohamakani, qui est une très bonne joueuse en Europe, elle va toucher un petit peu moins que des joueuses peut-être moins bonnes dans des gros clubs comme au Fener ou à Prague. Bien sûr. Mais si on prend une fourchette, la plupart des internationales vont être dans cette fourchette de ouais, 70 à 100 000 sur la saison, en sachant que c'est une saison qui dure de septembre, les camps d'entraînement ils vont commencer à peu près à ce Mm. moment-là, jusqu'à fin avril, début mai, mi-mai, Mm. fin mai, même pour Mmh. certaines équipes. Quand on va voir que maintenant, bah, sur 5 à, ouais, on va dire 6 mois, 6 euh, mois maintenant, ouais. maintenant, Mm. bah, les joueuses vont pouvoir faire quasiment le triple. Forcément, la réflexion va être différente. Mm. Ouais, c'est ça, donc je pense que ça va attirer des talents. Alors après, par contre, ce qui est très clair, c'est qu'il y aura pas de la place pour tout le monde. Parce que Non. même si les nombres d'équipes s'augmentent, même si le nombre de places, ça va rester 160, 170 joueuses, peut-être 180 à terme. Allez, on montera peut-être à 200 quand on va être vraiment, sur les années avec toutes les équipes d'expansion. Donc il y aura toujours une sélection, il restera des joueuses en Europe, c'est évident. Ça, c'est très clair. Et puis comme tu l'as dit, Emma, je pense qu'il y a une génération aussi qui est Mm. attachée
à l'Euroleague. Moi, je pense que par contre, la jeune génération, Mmh. elle va moins y être attachée parce que aussi la jeune génération, bah, je pense que la W, ça fait rêver, quoi, aussi, Mmh. maintenant. Tu vois, il y a 15 ans, heu, personne n'en parlait en Europe de la W. Enfin, tu vois, il y avait pas de Mmh. discours et même sans aller jusque-là, il y a 2-3 ans, écoutez le discours de certaines joueuses. Tu parlais de Pauline, il y a 2-3 ans, Pauline, elle disait que Mmh. ça l'intéressait pas du tout, en gros, quoi. Mmh. Tu Même vois, Marine Fodoux, hein, voilà, mais pareil. même Marine, tu vois? Et donc, du coup, on voit bien que, bah, ça va changer et donc toutes les joueuses qui vont arriver, dans les années futures, elles vont grandir avec ça et donc je pense que, bah, ça va jouer, quoi. Donc on va voir, il restera des joueuses en Europe, ça j'en ai aucun doute. Je pense que l'Euroleague va être aussi impactée par les autres ligues qui peuvent se monter en Mmh. parallèle. Il va y avoir ça aussi qui va jouer. Il y a pas que la W, hein, Project Mmh. B, on ne sait pas trop, mais voilà, on sait qu'il y a déjà des joueuses qui ont signé, des joueuses, des bonnes joueuses européennes. Donc, bah, à un moment, oui, ça risque de voir un peu ce qu'on voit quand même depuis quelque temps. C'est que, globalement, oui, il y a des joueuses qui ne reviennent pas et oui, je pense que le niveau va alors, je ne sais pas si le niveau va fortement baisser, mais par contre, il y aura sans doute moins de joueuses, de top joueuses en Europe, ouais. C'est probable. Mais comme Mmh. ce qui existe chez les garçons, hein. Enfin, je veux dire, Et on ce le découvre pas. Alors, il y a quand même des joueurs ou des joueuses, qui vont garder leur envie de jouer en Europe pour, comme tu disais, Emma, l'envie de rester dans son pays, Mmh. l'envie enfin, ça, c'est des choix personnels après. Mais je pense qu'en majorité, bah, voilà, à un moment, elles ont leur carrière à faire, quoi. Donc c'est juste logique, quoi. Est-ce qu'on n'arrive pas à un tournant? On l'avait pas mal évoqué déjà sur certains championnats, sur Mmh. des compétitions internationales aussi. Est-ce qu'on n'arrive pas à un tournant où la FIBA doit réformer l'entièreté de ses modèles, C'est sûr. Bah, c'est que sûr, ce hein, soit là. l'Euroleague, l'Eurocup, les C'est compétitions même trop tard, je internationales? pense. C'est 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 même même, trop tard. c'est même beaucoup trop tard, ouais. On l'a vu là l'an dernier où ils ont annoncé que le mondial 2030 se Mmh. jouerait en Mmh. hiver. Donc au final, avec le prolongement de la saison, on va être de justesse, hein, parce que ça va être, Mmh. Mmh. si on se fie Puis sur c'est dans les... 4 ans. Ouais, C'est dans 4 ans. on, Enfin, c'est monstrueux 4 ans, en fait. on est dans 4 ans et on parle pas d'une Coupe du Monde en février, on parle d'une Coupe du Monde, Ouais. ils ont annoncé ça en hiver, mais c'est fin novembre, début décembre. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Donc s'il y a de plus en plus d'équipes, qu'il y a de plus en plus de matchs, est-ce qu'on va pas encore une fois avoir un conflit d'ici 2030? Parce qu'il y aura forcément plus d'équipes. Est-ce qu'on Mmh. va pas encore une fois avoir un conflit? Est-ce qu'il faudrait pas essayer enfin de trouver des accords avec la WNBA pour, pourquoi pas, bah, casser la saison où on a une pause de 2 ou 3 semaines quasiment tous Mmh. les étés, où la saison est en pause. Ça permet aussi aux joueuses d'avoir un petit break et, euh, Mmh. et de pouvoir bah, Mmh. participer aux compétitions internationales avec leur pays, parce qu'il y a ça aussi qui pose problème. C'est que, on l'a vu beaucoup avec la France là, ces étés derniers, où on a des joueuses qui préfèrent rester en WNBA parce que bah, c'est des années charnières pour elles, des situations contractuelles où c'est important pour elles qu'elles fassent la saison complète, qui ne viennent pas en sélection internationale, alors que bah, ça leur tient à cœur de jouer pour leur pays. On le voit, Mmh. hein, des joueuses comme Marine et Gabi, dès qu'elles le peuvent, elles répondent à l'appel, elles sont tout le temps là, mais bah, il y a des fois où il faut aussi faire passer sa carrière avant tout. Voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir réformer. L'Euroleague, le modèle tel qu'il est à l'heure actuelle, il faut qu'il change. Euh, Il y a limite trop d'équipes. S'ils Ouais. peuvent changer le format du Final Six aussi, Déjà, ouais. ça serait pas mal aussi. Bah, Bref. ça encore, je trouve le format complètement débile, mais en soi, Mmh. ils arrivent à le condenser Oui, oui, oui. sur Non, non, bien Oui, sûr, bien oui. sûr. 5 jours. C'était plutôt pour faire une petite, Donc, petite en blague. soi, si ça, ils veulent le garder, pourquoi pas? Moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait d'avoir 6 équipes. Je comprends pas le Mmh. principe, mais bon, voilà. Mais non, mais juste, on le voit, on a une première phase qui dure des plombes avec des matchs aller-retour, avec des équipes qui n'ont rien à faire là. Est-ce que Mmh. bah, réduire cette phase-là en Mmh, seulement 4 matchs pour ensuite passer sur la deuxième phase, avec pourquoi pas bah, moins d'équipes qualifiées pour la deuxième phase, ça permettrait Mmh. pas de garder déjà un championnat intéressant, parce que là, on va pas se mentir, il y a 4 matchs sur 5 toutes les semaines qui sont atroces à regarder.
C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos de décryptage de matchs, etc. cette année. C'est que le niveau global de l'Euroleague baisse d'année en année. Et c'est triste. C'est triste. Et encore, cette année, on a Mm. de la chance parce qu'on a encore pas mal d'internationales européennes Ouais. qui sont là. Mm. Ouais. Léonie Fibiche, Janelle Salin, Marine, Gabi, Emma Messman. Quand elles vont toucher des contrats à 500, 600, 700 000 pour certaines en WNBA, forcément, faire une double saison, ça va avoir beaucoup moins d'intérêt pour elles, ne serait-ce que financièrement, quoi, comme vous le disiez Ouais. Mm. juste avant, ouais. Ouais, bah enfin, il n'y a pas vraiment de solution. Après, juste un petit truc quand même sur le mondial. Bon, je pense que sur le mondial, moi, ça va pas trop changer parce que les Américaines sont quand même, sont quand même attachées. Je parle bien des Américaines, je ne dis pas les Américains, mais les Américaines, les joueuses américaines sont attachées à leur sélection et à leur équipe. Et je pense qu'elles iront tout le temps. Et en plus, la WNBA, elle s'arrête pour les compétitions. Moi, j'ai plus peur pour l'Euro et pour aussi les compétitions des autres continents, en fait. Mm. C'est-à-dire que là, par contre, la WNBA, on va le dire clairement, crûment, elles en ont rien à On a à faire. faire. Bah, Systématiquement. Ce qui est normal, hein, d'ailleurs. Hein. Mm. même pour l'America Cup, au final, qui est une compétition qui Mm. concerne Oui, les oui. États-Unis, chaque année, enfin à chaque compétition, elles envoient une Elles équipe envoient de des joueuses jeunes, en fait, tu C'est vois. les universitaires. jeunes, Elles envoient ouais. des jeunes, ouais, ouais. Mais ça encore, tu vois, mais je pense surtout à l'Euro quand même, parce que c'est quand même la Mm. compétition, on va dire, la plus relevée continentale. Et donc, du coup, ça va poser des problèmes parce que la W s'arrêtera pas. Et je pense que même tout ce qui est réglementation qu'on a pu avoir dans l'ancien CBA, c'est-à-dire laisser les joueuses partir 15 jours avant, revenir Mm. sous 3 jours, mais moi, je pense que ça va sauter. Alors, ça sera Mm. peut-être pas sauté dans ce CBA-là, mais à terme, encore une fois, il faut voir que là, les franchises vont mettre de plus en plus d'argent sur les joueuses Mm. et donc ne pas les avoir. On l'a vu l'année dernière, hein. Satou Sabali, en gros, elle n'a pas eu le droit d'aller avec l'Allemagne. C'était pas, je pense pas que Satou, mais ouais, elle avait signé un contrat max à Phoenix. Phoenix va en finale WNBA. Bah ouais, bah à un moment, tu vois. Alors, bien sûr, la décla, elle n'est pas construite comme ça. Non, mais Quand bon. on décrypte un peu, bah, on voit bien que le truc, il est là, quoi. Et et globalement, on le voit aussi en NBA avec chez les garçons. Hein. À un moment, il y a des choix à faire. Et c'est normal que ton employeur, bah, à un moment, il ait des conditions à mettre là-dessus, quoi. Donc, c'est pour ça que, moi, tu vois, la Coupe du Monde, les JO, pour ça, pour moi, il n'y a pas Mm. de souci. Mais par contre, c'est plutôt aussi l'Euro, quoi. L'Euro, ça devrait peut-être être, effectivement, peut-être se faire l'hiver, tu vois, peut-être Mm. revoir aussi les fenêtres qui sont complètement absurdes. Enfin, je pense qu'on est d'accord. Ouais. Les fenêtres de qualification, je pense qu'il y en a bien trop. Il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs qui servent à rien. En fait, il y a une refonte totale du calendrier. Et Mm. peut-être que pendant ces fenêtres, qui sont en général hors saison W, bah, il y a peut-être moyen de faire des compétitions, en fait. Et donc, d'avoir les bonnes joueuses, parce que encore une fois, hein, l'Euro qui peine déjà à remplir les salles parce qu'on fait ça dans 4 pays, parce que plus personne veut l'organiser dans un seul pays, bah, à un moment, si en plus il n'y a plus, entre guillemets, les stars un peu vedettes qui quand même amènent les gens, il ne faut pas se Oui. tromper. Je veux dire, on voit bien les CM des comptes de la FIBA, quoi. Les On les vidéos de connaît. Marine, elles sont plus partagées que les vidéos d'une autre joueuse, quoi. Donc si à un moment ces joueuses-là sont plus là, bah, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être qu'il faut refondre aussi, peut-être que l'Euro tous les 2 ans, c'est peut-être trop aussi. Mm. Peut-être qu'il y a des questions à se poser là-dessus aussi. Comme tu dis, le nombre d'équipes en Euroleague, le nombre d'équipes à l'Euro, peut-être qu'il y a des choses à peut-être qu'il faut faire des compétitions, enfin moi je milite pour ça beaucoup, tu vois? Presque, on aurait 3, par exemple 3 coupes européenne, je pense que ça serait mieux avec moins d'équipes, en fait. Mmh. Peut-être qu'avoir que 12 équipes en Euroleague, en avoir moins en Eurocup, parce que l'Eurocup, c'est Ah ouais. illisible, Mm. et en avoir une troisième, et tu pourrais faire des principes un peu comme ça existe des fois dans d'autres sports, hein, principe de montée, tu gagnes la Mm. compétition la plus faible, ça te donne le droit euh, ou un système de points, je sais pas. Enfin, mais à mon avis, il y a une refonte totale du système, parce que si tu refonds pas le système, bah, je pense que ça va un peu dans le mur. Après, la compétition existera toujours. Mais à un moment, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Nous, on veut tous que ça se développe, que le basket européen féminin se développe. Et je suis pas sûr qu'il se développera s'il n'y a pas de refonte de système et si on dit, bah, en gros, on fait comme on a toujours fait, parce que de toute façon, ça marche comme ça, quoi.
Et là, je Mmh. pense que c'est en train de muter et que voilà, malheureusement, ça va un peu taper dans le mur, quoi. La grosse question qui va se poser en plus de tout ça, ça va surtout être pour les championnats, parce que là, on parle de compétitions annexes, Oui, en Mmh. plus, oui. on le Mmh. voit, Oui. hein, Oui, c'est mais, encore pire, hein. mais pour les championnats, ça va être une vraie galère. On a souvent charrié notre chère boulangère Wonder League de ne jamais s'adapter, de continuer à faire des championnats à rallonge, avec des playoffs à rallonge, euh, où ça dure jusqu'à fin mai et les clubs ne libèrent jamais les joueuses avant les fins de saison, ou très peu. Mmh. Il y a Villeneuve d'Ascq qui l'avait fait, je crois, l'an Avec dernier, Kennedy, ouais. Mmh. Mmh, ou il y a 2 ans, ouais, avec Kennedy. Mais c'est vrai que mmh, ça reste très rare. On l'a vu encore avec Basketland l'an dernier, qui n'a pas libéré Leila, qui est arrivée du coup Mmh. beaucoup plus tard, alors qu'elle aurait pu faire la W, l'Euro et retour en W. Là, au final, ça devenait impossible. Mais pour les championnats, ça va aussi poser énormément de problèmes Mmh. parce que, on le voit, hein, le basket européen se meurt petit à petit. On voit des salles jamais remplies, même dans les pays basket, hein. Quand on voit mmh, en ouais. Turquie, les trois quarts des salles sont Mmh. La remplies. la France globalement s'en tire bien là-dessus, faut le Ouais, Ouais. mais reconnaître. L'Espagne aussi, ça va aussi, hein, Mmh, à peu près. l'Espagne aussi, ça va aussi, ouais. parce Mmh. que la France a la chance et la malchance d'avoir des petites salles en fait pour le basket Mmh, féminin. Ouais, oui, mais bon, ouais. au moins, tu vois, ça fait des salles pleines, quoi, On tu le vois? voit Et adaptées. Mmh, en dehors de Bourges, qui a une salle qui pourrait être utilisée dans du basket masculin. tout Le à fait, reste, ouais. ça reste des salles avec des capacités plus limitées. Même Mmh. Mitterrand, qui est une salle culte hein, du basket français, Mmh, c'est il clair. y a assez peu de place au final. Mmh. C'est très resserré, donc on a cette impression de monde, mais en Mmh, fait, oui, oui, c'est vrai, il y a c'est pas vrai. tant de monde que ça dans la salle. Et bah forcément, ça va poser problème parce que même si on a plus ce côté clubisme en France, les Mmh. gens qui Mmh, sont dans les Landes, ils sont pour Basketland et ils vont voir Ah les oui, ça, matchs. mmh, J'allais dire les gens qui sont à Tarbes, mais bah, malheureusement, on n'a plus d'équipe non, il y a là-bas. plus. mais Bah, c'était le cas aussi, ouais. Mmh, les gens Mmh. en Bretagne, ils vont faire le déplacement jusqu'à Landerneau À Landerneau, ouais. pour Mmh. aller voir les matchs, c'est souvent complet, etc. Donc ça, c'est vrai que la France a cette chance-là de ne pas se baser sur un système joueuse pour vendre des billets, pour faire rentrer de l'argent. Forcément, ça aide hein, sur la vente de maillots. Moi, je le vois, hein, à chaque fois que je vais voir un match de Bourges, la plupart des maillots qu'on voit, c'est des maillots Pauline Astier. Mmh. Parce qu'elle a marqué toute cette génération de jeunes. bien sûr. Ouais. Et voilà, et j'en fais partie, hein, parce que le maillot, il est derrière moi. Oui. Mais, mais forcément, ça aide aussi pour les clubs à faire rentrer de l'argent. Là, on l'a dit, on va avoir de moins en moins de joueuses qui vont faire des doubles saisons. La plupart des joueuses ne pourront pas être là en début de saison. On rappelle, hein, en début de saison, il y a aussi les barrages d'Euroleague. Mmh. Donc, bah, pour des clubs comme, je pense à Bourges par exemple, euh, si tu veux faire venir une joueuse Euroleague, bah, elle va forcément arriver à peu près au moment de Noël. Il y a déjà une grosse partie de la saison qui s'est passée. Tu peux être dans la merde en championnat. On l'a vu avec Villeneuve d'Ascq la saison dernière, hein. Mmh. Ça fait une finale d'Euroleague et l'année d'après, ça galère à gagner un match sur toute la première partie de saison. Ça peut changer beaucoup de choses sur le paysage basket européen. On peut avoir pas mal de clubs, je pense, qui vont sombrer petit à petit, qui vont aussi perdre des subventions, hein, parce qu'on ne va pas Mmh. se mentir, les, dans, en tout cas en France, les régions aident beaucoup, etc. Si tu ne Ah fais oui. plus venir de joueurs, que tu fais plus rentrer d'argent, bah, les subventions elles vont baisser, c'est obligatoire parce que c'est conditionné à du résultat. Si tu n'es Mmh. pas performant sur la scène européenne, bah, tu auras moins d'argent à la fin. Et d'un côté, c'est normal, mais c'est vrai que pour le basket, bah, on arrive à un moment où ça devient plus compliqué. On l'a vu Mmh. avec les clubs russes, où il y a eu de moins en moins d'argent au fil des années, donc pas aidé non plus par la situation géopolitique, hein, on va pas se mentir. Mmh. Mais on C'est peut avoir clair. le même phénomène qui va arriver en Turquie. C'est une ligue qui paye très bien ses joueuses là, à l'heure actuelle parce que c'est des propriétaires multimillionnaires, voire milliardaires, qui mettent de l'argent et qui injectent, voire même des semi-États en fait, qui mettent directement de Mmh. l'argent dans des clubs pour avoir des résultats.
si les joueuses ne viennent plus, les investisseurs, ils vont mettre beaucoup moins d'argent derrière, hein. Donc ça peut changer complètement la scène européenne, je pense. Après, comme vous le disiez, il y a des joueuses qui vont rester attachées à Oui, l'Euroleague. Oui. Il y a forcément des joueuses où, tu le disais Gis, hein, on a moins de... Même s'il y a beaucoup plus de places en WNBA là, qui vont se débloquer avec les nouvelles franchises d'expansion, il y a des nouveaux statuts de joueuses aussi, de joueuses de développement. Ça a l'air d'être une belle Mm. fumisterie, ça, comme truc. Il faudra voir les détails exactement, mais bon, ça sent la douille pour garder des joueuses Ouais. sous la main qui vont jamais jouer. Il faudra voir sous quel contrat elles sont exactement aussi, mais bah, c'est pour faire en gros, c'est une extension des contrats hardship, quoi, des contrats de Ouais. joueuses blessées, quoi. En fait, ils Mm. veulent plus appeler ça pareil. Comme les joueuses et puis les franchises étaient assez demandées de joueuses de développement, en gros, ils ont accordé ça, mais je pense que ça va ressembler à l'ancien format. Quand tu as deux blessés, bah, en fait, tu peux signer une Mm. joueuse qui est un peu hors cap et tu peux la faire jouer un ou deux matchs parce que tu en as besoin, mais à mon avis, je suis pas sûr, je suis pas sûr je pense que ça va Moi rien non changer plus. en fait ce truc-là. Mais bon, bref, voilà, Non. on en rediscutera quand on verra la mise en place vraiment du système, quoi. ouais. Mais donc oui, il n'y aura pas de place pour tout le monde en WNBA, donc forcément, il restera des bonnes joueuses en Europe. Malheureusement, si ces joueuses-là sont livrées à elles-mêmes dans des équipes, parce que va falloir se battre pour Mm. avoir les meilleures joueuses maintenant euh, Mm. sur, C'est ça. sur les grosses équipes européennes, ça va devenir de plus en plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet ou si on a fait un bon petit résumé là. Je pense qu'il y a peut-être juste un petit dernier point, Ouais, vas-y. c'est par rapport aux jeunes joueuses. Mm. Je pense que parce que souvent on peut se dire aussi que globalement, et c'est un peu ce qui s'est passé chez les garçons hein, quand la NBA a explosé, c'est qu'on a vu que les ligues européennes venaient plus des ligues de développement, hein, c'est-à-dire qu'on Mm. faisait jouer les jeunes en formation, et ça c'est pas une mauvaise idée en fait. Si c'est assumé, c'est pas une mauvaise idée. Ça permet de les développer, ça les emmène au niveau le plus haut, et en plus après, bah, on retrouve les bénéfices hein, dans les équipes nationales, hein. Donc Mm. ça c'est plutôt pas mal. Par contre, moi ce que je pense qui va changer aussi, c'est que on pourrait se dire que ça va s'orienter comme ça dans les ligues européennes, pourquoi pas. Mais quand on voit les salaires Mm. des joueuses rookies Diversité. en WNBA Ouais, et en plus les salaires des Nile, enfin, bon, ouais, c'est Mm. pas des ou salaires, même en mais NCAA, ouais. Oui. des compensations financières des Nile en NCA, je me demande si on va pas avoir de plus en plus de joueuses, de gros prospects, de jeunes joueuses européennes principalement, mais peut-être même Mm. australiennes, etc., aller en NCA de façon à rentrer dans le processus de draft. Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une joueuse qui joue en Europe, qui n'est pas draftée, elle arrive en W, elle signe au minimum. Une joueuse qui fait la NCA, qui est une bonne joueuse, qui est potentiellement loterie, elle gagne déjà beaucoup, voire le Mm. double de Le salaire. double, ouais. Mm. Sachant qu'en plus, elle a valorisé son image grâce au Nile. Bah, moi, je suis pas surpris, par exemple. Alors, je pense qu'il y a un contexte sportif. Hein, j'en avais parlé un petit peu dans un Alicia. pod, Mm. mais Alicia, je pense qu'il y a un peu de ça. Elle se dit, si je me fais drafter à 19 ans, elle aurait été draftée à 19 ans, honnêtement, je pense. Mais elle aurait été Oui. draftée quoi, au troisième tour. Et donc, contrat sans doute pas garanti. Enfin, voilà, tu vois. Là, elle passe 4 ans à South Carolina, une des plus grandes facs, avec de la visibilité. Elle va progresser là-bas. Je pense que quand elle va se présenter à la draft, ça sera un pic de loterie. Mm. Et donc, on peut se poser la question de dire, est-ce que les jeunes joueuses euh, de très bon niveau vont pas faire le choix aussi de se dire, bah, l'appel, quoi, en gros, hein, de répondre à l'appel. Et ça Mm. va être quand même quelque chose à suivre aussi, parce que si en plus on perd, entre guillemets, les internationales, parce que, voilà, soit on les perd parce que elles partent en W, ou alors elles partent dans les plus grands clubs européens, parce que les clubs européens n'ont plus accès aux joueuses, on va dire, américaines de très haut niveau. Si en plus on perd des jeunes joueuses parce elles privilégient la NCA parce que potentiellement il y a Mm. l'attrait financier qu'il y a derrière. Ouais. Bah après, il faut que les clubs français aussi, ou les clubs en général en Europe, mettent les jeunes sur le terrain aussi. Parce Mais que ça, voilà, mais c'est pour ça. c'est une Voilà, politique voilà. aussi à avoir. Et tu vois, j'allais finir là-dessus, Mm. c'était la protection. C'est-à-dire qu'on Mm. peut imaginer quand même qu'il y a un système de protection
de nos jeunes joueuses, parce que ça, je pense que c'est important. Et que du coup, effectivement, il y a des moyens de protéger en fait ça. De leur assurer du temps de jeu, encore une fois, hein, le cas d'Alicia, il y a un contexte financier, je pense, derrière, il y a un contexte W, mais il y a un contexte aussi qu'elle jouait pas à Bourges, quoi. Je pense que si elle avait eu 25 minutes de temps de jeu à Bourges, je suis pas sûr qu'elle aurait signé à South Carolina, quoi. Donc, en tout cas, ça aurait été plus compliqué dans la. Donc voilà. Donc ça, encore une fois, ça fait partie, je pense, du système à redéfinir, quoi. Parce que si on perd les jeunes et les internationales, Ouais. bah Ça voilà sent pas quoi. bon, quoi. J'ai un peu peur, quoi. Ouais. Bon, ça va être en tout cas intéressant à suivre là, sur les prochains mois, prochaines années. On espère que ça va arriver plus vite en mois, hein, de comment va s'adapter le basket européen, parce qu'il va falloir le faire très très vite. On a souvent eu des réactions un peu à retardement de tous les dirigeants en Europe. Là, bah, on est un peu mis devant le fait accompli et il va falloir s'y plier, il va falloir trouver des solutions pour essayer de garder le basket en Europe compétitif. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une très bonne nouvelle, ce nouveau Oui, CBA là, bien Oui. sûr. pour les joueuses et pour le basket en général, hein, que ce soit féminin, masculin. Ça prouve que c'est quelque chose qui rassemble, qui fait aussi rapporter de l'argent. Et que ce soit pour les joueuses, pour les propriétaires, je pense que tout le monde est gagnant là avec ce deal. Et c'est une très bonne chose pour la suite. On va avoir un gros programme là au mois d'avril. Euh, Ouais. je sais que sur Swish Swish, vous allez être un peu sous l'eau avec pas mal de deadlines là, qui vont arriver. On a la draft d'expansion qui arrive là dans quelques jours. C'est le 3. Vendredi, Ouais, c'est ça. si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. Et Mm. derrière, on va avoir la free agency qui va être condensée en à peine une semaine où toutes les signatures vont arriver d'un coup. Donc on se doute que certaines joueuses ont déjà commencé à discuter avec des franchises, avec Oui. d'autres joueuses Oui. pour faire des petits clins d'œil et se réunir cette année. Il y a la draft WNBA qui va arriver très bientôt aussi. C'est Mm. le 17, si je dis pas de Le bêtises. 13 avril. 13, 13 13 avril. avril, ouais. 13 avril, ouais, ça va arriver encore plus vite que prévu du coup. Et bah, dans le même temps, on va avoir le Final Six de l'Euroleague. Il y a un peu les finales là, de la finale du championnat turc qui se joue là en ce moment, à l'heure où on tourne, qui va pas tarder à commencer, qui se joue en 3 matchs. Donc vous aurez la possibilité de voir les autres matchs dans les jours à venir. Il y a la finale de Supercoupe d'Espagne, on va avoir les playoffs en LFB, on va avoir les playoffs en Ligue espagnole aussi. Donc là, c'est pareil, la saison va se finir assez tard en Ligue Mm. espagnole. Mais non, pas mal de choses là qui vont tomber. Est-ce que vous avez des petits projets là sur Swish Swish ou sur Nothing But French? Je sais que vous allez être à l'affût de ce qui va se passer pour les Françaises, même si Mm. bon, il y en a pas Bah mal. ouais. Il ne devrait pas y avoir de surprise, hein, elles devraient rester là où elles sont. Bah ouais, on attend la draft d'expansion, hein. Je pense que c'est la première, enfin, la prochaine Ouais, c'est étape. ça qui va. C'est ça qui va un peu conditionner tout ça. Et puis on attend le document aussi, le CBA, parce que pour l'instant on l'a pas, on l'a pas officiellement. Donc voilà, c'est un peu ça pour l'instant, les projets. Ouais, ben on va suivre la draft d'expansion, ça va déclencher plein de choses et puis après la free agency évidemment. Bon, Mm. nous, je pense qu'on fera la draft en live encore cette année. On le fait depuis 2-3 ans maintenant, en live sur Twitch. Donc on la commente un petit peu et puis on essaye de prendre l'antenne un peu avant pour présenter un peu les joueuses aussi parce que bon, on suit quand même plutôt pas mal la NCAA aussi. Donc ça permet de présenter et puis bon, on aime bien, je trouve que c'est assez cool à faire en live, quoi. Bon, c'est vrai qu'il faut pouvoir veiller tard, mais c'est toujours quand même un moment assez sympa, quoi. Voilà, et puis bah, après, ça va aller vite, hein, ça va vite s'enchaîner là, un free agency. Et puis début de saison, hein, parce que c'est le 8 mai, je crois, le début de saison, si je dis C'est pas de ça. Ouais. bêtises. Donc Ah, puis voilà, dans un mois, on y est, hein. j'en ai même pas parlé avec tout ce qui se passe, mais oui, accessoirement, on est en pleine March Madness. Il y a Oui, le Sweet Mm. 16 Oui. qui a eu lieu les 2 derniers jours. Il y a l'Elite 8 qui commence dès ce soir. mm, Et le week-end prochain, on aura le Final Four. Donc, même chose, ça s'enchaîne très très vite, hein. Donc, avec un gros Yukon Notre-Dame quand même ce ouais, soir, hein. gros Ouais, Yukon pas mal. 19h. Notre-Dame.
Mm. Et possiblement, je sais pas du coup si je vais avancer un peu la sortie de la vidéo ou la retarder. Peut-être qu'elle sortira vers 20h ce soir, vous verrez bien, vous aurez la surprise de toute façon. Mais ouais, non, pensez à regarder, c'est très sympa, il y a des très bonnes équipes. euh, et au-delà des équipes, il y a des individualités qui valent vraiment le coup d'œil. On le voit hein, depuis le début du tournoi, ce que font Anna Hidalgo, Easy Fudd, Sarah Strong. Franchement, c'est génial à regarder. Donc allez-y, comme je vous le disais la dernière fois, vous avez sur Disney+, si vous avez un abonnement, les matchs sont dispo. Et très honnêtement, moi, la plupart des matchs, je les regarde sur YouTube. Vous avez juste à taper le nom de l'équipe que Ouais. vous Ouais, ouais. cherchez et vous trouvez des liens en live, en qualité HD. Donc franchement, allez-y, ça vous coûte rien et c'est toujours sympa. Vous pouvez même les regarder en replay. Donc n'hésitez pas. Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation, d'être venus. Merci à toi. Merci, ouais. C'était bien sympa d'avoir des experts en contrat sur... Bon, expert. bah, vous êtes, Expert, je sais pas si ça. Disons qu'on suit, quoi. voilà, Voilà. vous êtes, je Voilà. pense, les deux personnes en France qui ont lu l'intégralité des 300 et quelques pages du dernier Oui, CBA et qui vont c'est le faire possible. dès la sortie du C'est nouveau. bien possible, ouais. Oui. Voilà, donc c'était important pour moi d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent sur cette vidéo. C'est vrai que même si je le comprends, c'est quelque chose sur lesquels je suis moins calé, où je porte moins d'attention. Donc c'est toujours bien d'avoir des personnes qui le sont plus et qui sont experts sur ce sujet. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite. Vous avez les liens des réseaux sociaux de JSEMA, Swish Swish, Nothing But French en description. N'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil sur leur réseau. Et nous, on se retrouve très vite. Peace out.